Françaises, Français, mes chers compatriotes, comme vous le savez, ce vendredi 14 avril, le Conseil constitutionnel a validé, pour l'essentiel, la loi sur nos retraites, et je l'ai donc logiquement promulguée. Les évolutions prévues par cette loi entreront en vigueur progressivement à partir de cet automne. Adoptés conformément à ce que prévoit notre Constitution, ces changements étaient nécessaires pour garantir la retraite de chacun et pour produire plus de richesses pour notre nation. Mais oui, bien sûr, cette réforme est une question de survie. Emmanuel Macron est en train de nous dire nous n'avions pas d'autre choix que de faire peser l'effort sur les plus modestes pour faire des économies, alors qu'il aurait suffi d'imposer à 50% l'enrichissement exceptionnel des 500 plus grosses fortunes qui sont passées en 10 ans de 200 milliards à 1000 milliards d'euros pour rapporter 400 milliards d'euros selon les économistes. Vous l'avez deviné, on décrypte ce soir l'allocution télévisée d'un Emmanuel Macron qui veut manifestement reprendre l'initiative après avoir occasionné une crise politique et peut-être une crise de régime en France en imposant sa réforme des retraites à un pays qui n'en voulait pas. Il y a tellement à dire, alors on a prévu un plateau unique, mais riche, pour décortiquer cette prise de parole et toute l'actualité qui va avec. J'ai à mes côtés 2 intervenants, Mathieu Slama, essayiste et auteur de Adieu la liberté aux éditions La Cité, et Lucas Jakubowicz, journaliste politique, rédacteur en chef de Décideur Magazine. C'est une édition spéciale de Toujours Debout. Vous le savez bien maintenant, Toujours Debout est une composante de notre grand projet éditorial lancé lors de cette saison 6 du Média dans la perspective de devenir une télé diffusée sur les différentes plateformes numériques, mais également sur les box, les télés connectées, pourquoi pas la TNT. Une ambition immense qui ne tient que par vous. Devenez abonné payant à partir de 5 € par mois ou donateur en allant sur soutenez.lemediatv.fr. On en rigole, mais dans les rues de France, hier soir, on en rigolait moins. C'est un concert de casseroles sonores qui ont accompagné le discours d'Emmanuel Macron. Celles et ceux qui étaient dans la rue avaient bien l'intention de manifester publiquement leur refus d'écouter et d'entendre un président qui, de leur point de vue, est resté sourd aux revendications légitimes du peuple, comme on pouvait le voir dans les rues de Paris. Où toutes les décisions qui ont été prises l'ont été contre les Françaises et les Français. Où ce processus, avec toutes ces décisions accumulées, absolument pas démocratiques, ont été prises. Il faut que nous puissions dire aux habitantes et aux habitants parisiens que nous partageons leur colère, que nous pensons comme eux. On est venu avec nos casseroles pour faire comme lui en fait, exactement comme il fait avec ses discours, les rares fois où il a daigné nous adresser la parole, en 3 mois maintenant, et tout simplement pour faire une énième manif sauvage, déclarée peu importe, contre la réforme des retraites et pour exprimer notre mécontentement face à tout le système qui a logiquement mené à cette réforme. Il faut que ça bouge, que ça change et qu'on se rassemble pour faire des actions organisées ensemble en tant que peuple qui prenons le pouvoir sur l'État. Vous allez voir ou pas au moins un compte-rendu de ce qu'il a dit ou vous en foutez complètement? Je veux surtout pas le savoir. Là, je suis gavé jusqu'au trou de nez. Je veux même pas savoir ce qu'il a dit. Je pense que le calendrier de l'intersyndicale importe parce que ça reste quand même un moyen de fédérer énormément de gens et de les faire sortir dans la rue. On l'a vu ces 3 derniers mois. Nous, de notre côté, on considère qu'il faut aussi faire des actions concrètes et directes et s'organiser ensemble. Ce qui est génial en fait, c'est que le mouvement tient toujours et va tenir très longtemps parce que c'est que le début, pour la simple raison que tout le monde commence à comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de la réforme des retraites, mais de se battre contre un système qui nous fait du chantage au salaire, qui nous empêche d'avoir une vie décente parce que c'est pas normal de vendre sa force de travail pour avoir le droit de manger, d'avoir un toit, de se chauffer et de subvenir aux besoins des gens qu'on aime et avec qui on vit. Et c'est contre ce système et les gens, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est d'abord des gens qui font subvenir ce système parce qu'il leur permet de rester à la place où ils sont, c'est-à-dire tout en haut de la chaîne. Et les gens commencent à voir qu'on est bien plus nombreux que les quelques bourgeois et financiers qui nous écrasent.
Alors, retour sur le plateau et premier tour de table pour vous demander, messieurs, si vous étiez hier soir dans la team devant la télé ou plutôt dans la team casserolade. Moi, devant la télé, quand même, mais pas par gaieté de cœur. Hein, voilà. Mais bon, pour aussi faire un peu mon travail, pour pouvoir commenter ce discours. Mais l'envie était vraiment d'être plutôt team casserole, je dois le dire. Et vous, Lucas? Devant la télé pour travailler, écrire un article sur ce discours. Et pas du tout team casserole. Pas du tout team casserole. Bon, alors nous, ici, aux médias, on était plutôt team Judith Bernard. On écoute. Je vais vous lire ce que vient de déclarer Emmanuel Macron. Ah, je veux rien savoir de ce que déclare Emmanuel Macron. Plus personne n'en a rien à foutre de ce que dit Emmanuel Macron. Il a un rapport au langage complètement psychotique. Ce type ne croit pas un mot de ce qu'il prononce. Il est fou, ça m'intéresse pas. Rien dire ou faire pour... Non, c'est beaucoup trop tard. Ça fait trop longtemps qu'il pratique une rhétorique absolument déconnectée de la réalité. Il a perdu totalement le contact avec ce que c'est qu'un pays, avec ce que c'est qu'une société, avec ce que c'est que les travailleurs. Il ne sait plus rien de nous, alors on veut rien savoir de lui. Alors, on l'entend, la confiance entre Emmanuel Macron et la population semble rompue. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez, Mathieu Stammer? C'est au-delà de ça. Je veux dire, au fond, je pense qu'il y a un immense malentendu dans cette allocution qui est une allocution d'une personne qui n'a absolument pas compris ce qui se jouait dans le pays, à mon sens, et qui est... moi, j'ai vu cette allocution, si vous voulez, comme un discours de manager, un discours de chef d'entreprise, avec des mots creux, des discours creux, des phrases sans rapport avec la réalité, un espèce de côté motivation. J'ai l'impression de lire parfois un discours LinkedIn, vous savez, avec un côté motivation, je crois en nous, je nous fais confiance, coach etc. C'était le discours d'un coach LinkedIn ou un coach en développement personnel, c'est-à-dire un discours en décalage complet avec la réalité, et en commençant avec l'idée je comprends que cette réforme n'a pas suscité l'adhésion, j'en prends acte, etc., pour ensuite aller sur une sorte de programme de 100 jours, comme s'il était candidat. Donc déjà, je crois que c'était un discours qui était... totalement hors sujet, quoi. C'était vraiment un hors sujet total, et encore une fois le discours d'un manager et pas du tout d'un chef d'État qui prend en compte la gravité de la situation. Et le sentiment que j'ai, moi, c'est que au fond c'est un président qui se fiche un peu d'une part d'avoir l'assentiment de la population ou quoi que ce soit, qui assume le coup de force, parce que finalement c'est comme ça, cette réforme de retraite, c'est un coup de force complet. Et qui finalement nous explique qu'il va falloir qu'on l'accepte. Je crois que c'est Gérald Darmanin qui a dit dans une réunion à l'Élysée, ça a été rapporté en off, qui a dit que les Français l'ont un peu mauvaise avec cette réforme, mais ils l'ont avalée. Comme si, en gros, vous allez accepter, on vous a fait un sale coup. On a passé outre l'assentiment de 90% des actifs de ce pays, de l'immense majorité des Français. On est passé outre l'assentiment de tous les syndicats. On a passé outre le Parlement, puisqu'il n'y a même pas eu de vote à l'Assemblée nationale. Mais c'est comme ça et pas autrement. Et c'est moi qui décide. Et du coup... forcément, c'est d'une part, on est dans un dialogue de sourds, c'est un dialogue de sourds entre le président et son peuple. Et puis, quelque part, c'est vraiment le fait d'assumer, le fait de décrocher totalement du reste du pays et d'assumer une dimension très solitaire et très autoritaire du pouvoir. Et c'est très inquiétant parce que qu'est-ce qui va se passer pendant 4 ans? C'est-à-dire que et je finis juste là-dessus, mais qu'on soit de droite, qu'on soit de gauche, l'inquiétude devrait être qu'est-ce qui va se passer pendant 4 ans? Est-ce que le président va gouverner sans dialogue social pendant 4 ans? Parce que c'est ça qui va se passer. Les syndicats ne veulent plus entendre parler de dialogue tant que le texte n'est pas retiré. Il va continuer à gouverner avec cette impopularité qui est quasiment record. Il y a des Français tous les soirs quasiment dans la rue. Sa détestation est au plus haut. Il n'y a toujours pas de majorité à l'Assemblée. Qu'est-ce qui va se passer pendant 4 ans? En fait, là, on est dans une crise de régime quasiment, et on a l'impression que c'est pas grave. Coup de force, vous acceptez, vous obéissez. Alors moi, pour ma part, j'ai eu l'impression d'entendre un candidat en campagne, comme si le chef de l'État se rendait compte qu'il avait perdu un grand nombre de Français et qu'il était désormais question d'en récupérer certains. Lucas, Jacobo. Pour répondre à Mathieu ou pour répondre à votre question, ou les deux? Les deux.
Les deux. Alors d'abord, je suis d'accord avec Mathieu quand vous dites que le président s'est coupé de l'opinion, qu'il passe en force, qu'il va avoir du mal à gouverner, qu'il est impopulaire. Au niveau de l'impopularité, il est aussi impopulaire que Hollande en fin de mandat, que Chirac en fin de mandat ou que Mitterrand en 86. Donc, il est impopulaire, mais c'est pas catastrophique. En première année, là, c'est quand même sa première année. Bon, enfin, Mitterrand en 85, 84, il lui restait encore 4 ans à tirer. Après, est-ce que c'est grave d'être aussi impopulaire? De façon très cynique, pas du tout. Tous ses prédécesseurs l'ont été. Et le but d'un président, enfin lui il peut pas, mais c'est que son camp soit réélu. Et pour ça, sous la Ve République, il suffit en gros d'avoir 20-25% des voix au premier tour. Donc il suffit de bétonner sa base. À la rigueur, enfin la technique elle est claire, c'est j'ai 75% de gens contre moi, c'est pas grave parce que dans ces 75%, il y en aura qui feront barrage contre Marine Le Pen en 2027. Je pense pas que ça va marcher, mais à mon avis, il fonctionne encore comme ça. Après, pour répondre à ce que vous dites, est-ce qu'il est en campagne électorale ou pas? Non, il n'est pas en campagne électorale puisqu'il ne peut pas se représenter. Peut-être qu'il est dans une logique « après moi le déluge ». Moi, comment j'interprétais le truc des 100 jours, de ces 3 piliers? Il cherche à reconquérir, on va dire, une opinion publique. Non, il cherche à bétonner les 20-25% d'électeurs fidèles pour arriver au deuxième tour en 2027 et puis ensuite faire barrage. Après, est-ce qu'il est en campagne ou pas? Je pense pas. Moi, j'essaye de rentrer dans sa tête. Après, il est complexe. Mais ce que j'ai l'impression, c'est que quand il parle pas aux Français, il parle pas de programme, il parle un peu pour l'histoire. C'est comme s'il voulait s'inscrire dans l'histoire. Il faut vraiment avoir à l'esprit qu'en 2016, quand Emmanuel Macron a vraiment débuté sa carrière nationale, son anti-modèle, c'était Hollande. C'est-à-dire le mec qui concerte trop, qui écoute trop, qui dit un truc mais qui fait l'autre, qui est flou. Ces anti-modèles, c'était aussi des gens comme Chirac ou Mitterrand qui étaient, peut-être à ses yeux, coupables de trop écouter le peuple, de reculer pour les réformes Juppé en 95, de reculer comme avec De Vaquet en 86, de faire des remaniements pour rester populaire. Lui, on a l'impression qu'il déteste ça. Ces modèles, je ne sais pas, Mathieu, si vous êtes d'accord avec moi, c'est des gens comme Thatcher, comme Reagan, des gens qui sont doctrinaux, ou doctrinales, je ne sais pas comment on dit, qui sont jusqu'au boutistes, qui disent « moi j'ai décidé de faire ça », même si la rue n'est pas contente, comme un manager, j'ai des objectifs à tenir, j'en dérogerai pas. Et à mon avis, son discours, c'est comme s'il prenait date pour l'histoire et pour dire, vous voyez, moi je ne suis pas comme les rois fainéants, Chirac, Juppé, etc. Chirac, Hollande, pardon. Je les confonds tous. Et donc voilà, c'est comme si lui, il joue, entre guillemets, sa stature, il joue sa place dans l'histoire. Et oui, finalement, le peuple français, il n'en a rien à faire. Quand je parlais de campagne, Emmanuel Macron nous fait quand même des promesses de campagne, quitte à mentir comme un arracheur de dents. Notre éducation nationale doit être l'une des meilleures d'Europe. Sauf qu'en 2019, l'éducation nationale a perdu 5 345 postes en 2 ans. Nous allons aussi désengorger les urgences d'ici l'année prochaine, alors que Macron a quand même supprimé 17 000 lits en 6 ans. Il s'adresse aussi à la population des quartiers populaires, des quartiers défavorisés, du milieu rural, des territoires d'outre-mer. Il leur promet des solutions concrètes tout en restant abstrait. On a vraiment l'impression qu'il y a un président qui est en train de nous dire « je vais reconstruire tout ce que j'ai détruit ». C'est-à-dire que Emmanuel Macron est quand même l'homme qui aura... Alors, il n'est pas le seul responsable. François Hollande et Nicolas Sarkozy avaient bien, et puis même Jacques Chirac avaient bien entamé le dossier, mais disons qu'il est un de ceux qui ont énormément abîmé le service public. Et d'ailleurs, c'est dans sa vision néolibérale qu'il considère même que les services publics doivent se mettre au même niveau que les entreprises, qu'il faut mettre le service public dans le fonctionnement managérial d'une entreprise, etc. Il a lui-même dit à plusieurs reprises d'ailleurs, il faisait partie à l'époque de la commission Attali qui était exactement dans cette logique-là. Donc c'est l'homme qui avec ses prédécesseurs, a détruit, abîme profondément les services publics, et on le voit aujourd'hui, l'école dans une situation absolument effroyable, bien pire que lors de ses prédécesseurs, on va dire. Vous avez dit l'hôpital également. Bref, les services publics vont très très mal. Donc, son discours n'est pas audible. On ne comprend pas bien, à moins d'investir énormément. Il n'y a même pas d'annonce. Il n'y a pas d'annonce claire d'investissement fort, etc. Donc, tout ça, c'est un peu de la poudre aux yeux, à mon sens. Et puis, il y a autre chose aussi, qui est l'idée, il faut apaiser.
je pense qu'on a eu le même sentiment, c'est-à-dire on tourne la page de cette période, comme si les Français étaient prêts à tourner la page. Pas du tout. Les Français et les syndicats veulent toujours le retrait du texte. Donc ça, c'est encore une fois du déni. Mais on tourne la page et on retrouve une sorte d'ambiance, d'apaisement, de concorde nationale, etc. Bon, moi, je suis très pragmatique. Je vois les faits et le lendemain, qu'est-ce qui se passe ? On a donc l'annonce de Gérald Darmanin sur le RSA, sur le fait que le gouvernement va avancer sur une loi qui va demander aux bénéficiaires du RSA, qui sont quand même, je le rappelle, les plus précaires de notre pays, plus d'efforts, et qu'on va pénaliser, on va mettre des sanctions pour ceux les bénéficiaires du RSA qui ne feraient pas suffisamment d'efforts pour rechercher un travail. Donc, est-ce que ça, c'est de l'apaisement ? Il y a eu ensuite un discours de Bruno Le Maire sur l'immigration. On a tous ces petits extraits-là, on les a préparés d'ailleurs. Donc, peut-être que j'anticipe, mais ce discours de Bruno Le Maire sur, finalement, faire la chasse aux étrangers qui bénéficieraient d'aide et qui, ensuite, donneraient de l'aide à l'étranger, à leur famille, ou que sais-je encore. Donc, un discours quasi xénophobe, qui est un discours qui est habituellement qu'on entend plutôt dans la bouche des représentants du RN. Bon, est-ce que ça, c'est de l'apaisement ? Et puis enfin, il y a eu aussi cette annonce sur la démission, l'abandon de poste qui vaut démission, c'est-à-dire que désormais, ceux qui seraient coupables, entre guillemets, d'abandon de poste ne pourraient plus avoir droit au chômage, et ça équivaudrait à une démission. Donc ça, c'est un recul social des droits sociaux énorme. Donc, on parle d'apaisement, mais en fait, en réalité, on voit que ça va continuer dans la logique, d'ailleurs, ce que vous avez dit un peu, c'est-à-dire on va continuer dans la logique néolibérale, antisociale, et ce qui doit nous inquiéter, c'est que ça va encore plus à la fois abîmer le pays, mais aussi faire monter la colère. Et je pense que c'est quelque chose que sous-estime Emmanuel Macron, c'est la manière dont il est en train de jouer au pyromane, et de susciter la colère dans le pays, qui est déjà à un niveau quand même, parce que vous faisiez la référence à ses prédécesseurs qui est impopulaire, mais il n'y avait pas ce degré de colère dans le pays. Un degré de colère équivalent, c'était les Gilets jaunes, et encore, on peut même considérer que sous les Gilets jaunes, c'était pas... en tout cas du point de vue du pays entier, à ce degré de colère. Donc là, en fait, c'est très dangereux ce qu'il est en train de faire. Je trouve que c'est très dangereux. Vous voyez sourire, Lucas. Non, parce que je pensais à un film, à une réplique de film qui me faisait penser à la période actuelle. Pour ceux qui ont vu OSS 117, le premier épisode, où à la fin, il y a un travailleur dans l'usine de poulet qui dit à OSS 117, en fait, je ne sais pas si vous êtes super con ou très très intelligent. Et là, quand on regarde, entre guillemets, le service après-vente du discours d'Emmanuel Macron, en fait, on n'arrive pas à savoir si le gouvernement est stupide ou s'il est très très intelligent, ou en tout cas très très cynique. C'est-à-dire qu'il se dit, la constante en fait, d'un gouvernement impopulaire dans un pays en crise, on va chercher des boucs émissaires. Je me demande, est-ce que c'est vraiment un hasard que le lendemain, sur toutes les chaînes info, on s'en prend aux allocataires du RSA, on s'en prend aux Arabes qui piquent l'argent des bons Français pour les renvoyer au bled. Je me dis, il y a peut-être quelque part... Et puis, ça revient aussi avec une partie du discours du président hier qui parlait de ceux qui travaillent et puis qui se rendent compte qu'ils n'ont rien, etc. Donc, je me dis, il y a peut-être une opération communication. C'est pas du tout complotiste, mais il faut savoir que... Les gouvernants, quand ils ont leurs éléments de langage, ils se basent beaucoup sur des sondages qui sont faits par le SIG, le service d'information du gouvernement. Peut-être que le SIG a fait remonter que dans l'opinion, ce qui cristallisait le plus, c'était, entre guillemets, s'en prendre aux assistés. Et que pour retrouver la martingale, peut-être que c'est rentable de s'en prendre aux assistés. Donc la stratégie, c'est briser une nation unie contre son président. C'est monter les uns contre les autres ceux qui n'ont pas grand-chose pour essayer de repasser en 2027. Et tenter finalement de détourner, parce que je pense que vous avez raison, et c'est pas particulièrement cynique comme stratégie, mais c'est détourner la colère qui s'exprime et en effet vers des boucs émissaires, sachant que alors... et encore une fois essayer d'une part donc détourner cette colère et puis ensuite de réimposer des thèmes très clivants. Ouais. Qui parle aussi à un électorat conservateur, voire d'extrême droite, d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a aussi cette logique-là derrière, et je ne sais pas si on en reparlera, mais cette espèce de jeu dangereux avec l'extrême droite que joue le gouvernement, c'est quand même très inquiétant. Et l'idée aussi de dire,
pour tourner la page de la séquence des retraites, on va aussi réimposer des thèmes qui sont des classiques médiatiques, et en plus on sait que ça va intéresser les médias et que ça va créer de la polémique, etc. Et ces thèmes-là, c'est quoi? C'est l'immigration, les bénéficiaires de RSA, donc dire en gros les pauvres finalement qui profitent du système, les assistés, etc. Mais c'est exactement ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy avec, c'était quoi, son ministère de la rémigration, non pas de l'identité nationale, le grand débat sur l'identité nationale, etc. Et alors là, je vais dire un truc, on va pas croire que je suis rédacteur en chef de Décideur Magazine, mais c'est parce que c'est quelque chose de très à gauche ce que je vais dire, mais c'est vrai qu'objectivement, et toutes les statistiques électorales le montrent, il existe un bloc bourgeois. Bloc bourgeois, c'est les 20% de gens qui ont les plus revenus et les personnes les plus âgées et les propriétaires. Eux, ils ont tendance à se surmobiliser dans les élections, ils ont tendance à voter en masse et à peu près pour le même candidat. Quand on regarde les résultats de la dernière présidentielle dans certaines villes, j'habite à Neuilly-sur-Seine, Macron fait pratiquement 50% dès le premier tour. Voilà. Zemmour a fait aussi un bon score. Zemmour a fait 16, il a fait 2 fois son score, mais c'est aussi parce que le vote Zemmour est très lié à la pratique religieuse et que Neuilly, c'est une ville avec beaucoup de pratiquants, que ce soit des juifs ou des chrétiens. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un bloc bourgeois. Le mobiliser, ça permet d'avoir à peu près 20%, et donc, ce que je disais tout à l'heure, d'accéder au deuxième tour d'une élection. Par contre, il ne faut pas que les plus pauvres soient unis. Et donc, comment faire? On les désunit. Et donc, on parle d'islam, on parle d'identité nationale, on parle de fraude aux allocations sociales, et puis voilà. Oui, le gage de la Macronie, là, il est bien rodé, puisque avant Gérald Darmanin, dans cette allocution, Emmanuel Macron disait « Nous redoublerons aussi d'efforts pour ramener vers le travail le plus de bénéficiaires du revenu de solidarité active ». Alors le chef de l'État réinterprète à sa manière l'immense défiance qui s'est construite ces dernières semaines entre les Français et lui. Écoutons comment il résume les événements récents nés de son passage en force. Cette réforme est-elle acceptée? À l'évidence, non. Et malgré les mois de concertation, un consensus n'a pas pu être trouvé, et je le regrette. Nous devons en tirer tous les enseignements. J'ai entendu, dans les manifestations, une opposition à la réforme des retraites, mais aussi une volonté de retrouver du sens dans son travail, d'en améliorer les conditions, d'avoir des carrières qui permettent de progresser dans la vie. Plus généralement, c'est une colère qui s'est exprimée. Colère face à un travail qui, pour trop de Français, ne permet plus de bien vivre, face à des prix qui montent, qu'il s'agisse du plein, des courses, de la cantine. Car malgré une mobilisation de l'État inédite en Europe, l'augmentation des prix pèse sur nos vies quotidiennes. Cette colère, c'est aussi une colère parce que certains ont le sentiment de faire leur part, mais sans être récompensés de leurs efforts, ni en aide, ni en service public efficace. C'est toute cette colère que de très nombreux Français ont exprimée en manifestant, et pour l'immense majorité, dans le calme et le respect de nos institutions. Personne, et surtout pas moi, ne peut rester sourd à cette revendication de justice sociale et de rénovation de notre vie démocratique, en particulier exprimée par notre jeunesse. La réponse ne peut être ni dans l'immobilisme, ni dans l'extrémisme. Face à ces colères, à ce sentiment de déclassement, d'abandon, nous devons agir ensemble, au-delà des clivages, comme j'ai toujours cherché à le faire, au service d'un cap clair, celui de notre indépendance et de la justice. Alors, j'étais tentée d'enchaîner par un autre magnéto, mais j'ai vu des petites réactions. Mathieu Slama voulait en dire quelque chose? Non, mais c'est quand même assez frappant, cette incroyable... alors, je ne sais pas si c'est une hypocrisie absolue ou une espèce de... Comment dire? De jeu total avec la réalité. On est tous perdus. C'est assez effrayant parce que entendre Emmanuel Macron nous dire que lui sait combien la justice sociale c'est important, lui sait combien la question du travail, des conditions de travail, c'est important, alors qu'on parle quand même de l'homme qui a détruit, je ne sais pas, mais en tout cas qui a abîmé le droit du travail avec, lors de son premier mandat, mais de manière absolument terrible, qui a facilité les licenciements dans les entreprises, qui a enlevé des droits aux salariés, celui qui a enlevé 4 critères de pénibilité pour les travailleurs. Enfin, Emmanuel Macron a
profondément abîmé le rapport des Français avec le travail. C'est vraiment celui qui a favorisé les entreprises, le capital, au détriment des travailleurs. C'est quand même celui qui a dit, face aux éboueurs, là récemment, qui ont essayé de lui expliquer à ses représentants que travailler 2 ans de plus pour des travailleurs précaires qui ont des conditions de travail dures, dont la santé est mise en danger par leur métier, que travailler 2 ans de plus, ça n'allait pas être possible. Et que face à ces gens-là, il a fait la sourde oreille et qu'il n'a absolument pas écouté leurs revendications. Alors, écoutez ce président-là nous faire le couplet des conditions de travail et puis de la justice sociale en plus. Bon, là, il y a quand même une sorte de... Alors, je disais au départ hypocrisie, jeu avec la réalité, mais en tout cas de provocation. Et ça, je dois dire que de ce point de vue, il est quand même assez bon acteur. Mais... encore une fois, juste pour finir par rapport à son intervention, sa stratégie, c'est de dire j'ai entendu votre colère, et de dire après, votre colère, c'est pas ce texte-là, c'est autre chose, etc. Donc il essaye de réinterpréter la colère des Français pour que ça aille dans son sens et pour ensuite prévoir son programme, etc. Mais à aucun moment de ce discours, il aborde le sujet fondamental qui est la question démocratique. Et ça rejoint encore ce que je disais au début, c'est-à-dire comment on va faire pendant 4 ans à coup de 49.3, de mépris du Parlement, etc. Ça ne va pas être tenable. Et moi, je pense encore une fois que la seule solution viable à la crise actuelle, bon, c'est soit le référendum pour ce texte, mais voilà, soit une dissolution de l'Assemblée pour clarifier les choses politiquement. Mais là, tel que dans la situation dans laquelle on est, avec une absence totale de prise de décision ou quoi que ce soit, eh bien, on se retrouve avec la crise démocratique qui va être encore plus présente demain. Et ça, je ne vois pas comment... il dit essayer de renouer le lien, etc., mais le lien est irréparable. Il est totalement rompu. Il est rompu et c'est irréparable. Et c'est non seulement le lien avec les Français, mais c'est le lien avec les parlementaires, avec les oppositions, avec les corps intermédiaires. Donc, en fait, avec le pays. Et avec le pays. Et donc, juste pour finir, c'est vraiment le problème fondamental derrière tout ce qu'on peut dire sur ce discours, sur son hypocrisie ou quoi que ce soit, c'est qu'en fait, là, on se retrouve avec un homme seul face au peuple, face aux corps intermédiaires et même face au Parlement, face à tout ce qui fait la vie de la démocratie. Et ça, je ne vois pas comment ça va durer 4 ans encore. Oui, pour les auditeurs, je vais expliquer un petit truc politique qu'ils connaissent peut-être pas, mais c'est vraiment le b.a.-ba de la personne qui s'engage en politique. Il faut récompenser ses fidèles, il faut leur donner des signes d'affection. Nicolas Sarkozy était très fort pour ça. Nicolas Sarkozy, quand il était dans la tempête et que des gens allaient sur les plateaux pour dire non, il est très bien, ben il appelait, il envoyait des chocolats, etc. Emmanuel Macron, aujourd'hui, parce que Mathieu, vous parliez d'un lien coupé avec les parlementaires, et c'est tout à fait vrai, il y a beaucoup de parlementaires qui peuvent être libéraux, très macronistes dans l'arme, et qui se sont engagés de bonne foi. Et qui ont travaillé comme des dingues à l'Assemblée. Ils ont déposé des amendements, ils ont consulté. Finalement, ils n'ont pas été écoutés. Il y a eu le 49.3. Et ces gens-là auraient préféré perdre le vote plutôt qu'avoir le sentiment d'être inutiles. Et je pense qu'avec beaucoup de députés de sa majorité, effectivement, et ça je le dis parce que j'ai des discussions avec certains, il y a vraiment quelque chose qui s'est coupé avec ce 49.3. Et à mon avis, c'est ce qui va rendre le pays le plus ingouvernable pour lui. C'est pas le fait d'avoir une opposition virulente, c'est pas grave d'avoir une opposition virulente quand on a un bloc derrière le chef, mais c'est que là, le bloc commence un peu à s'étioler, je trouve. Et il n'y a pas de solution de repli. Alors, dissoudre, pourquoi pas, mais je pense que ça va rendre le pays encore plus ingouvernable parce que je ne sais pas qui aurait une majorité et comment construire une majorité. Mais juste pour ajouter un point très rapidement, mais au fond, en fait, la crise politique qu'on vit actuellement, et Pierre Rosanvallon était hier, donc l'historien Pierre Rosanvallon était hier sur Quotidien, et il a dit une chose très juste. Il a dit que on vivait la plus grave crise depuis la crise algérienne, ce qui quand même, de son point de vue, en tout cas, ça veut dire quelque chose. Mais il a dit quelque chose, c'est qu'au fond, Emmanuel Macron avait respecté la lettre de la Constitution, mais il avait bafoué l'esprit de la démocratie. Et je pense que le sujet fondamental derrière, en effet, les questions institutionnelles et
et son rapport complètement distendu avec le Parlement, avec les corps intermédiaires et avec les Français eux-mêmes. Ah oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en plus d'avoir un rapport détruit avec ses propres parlementaires, il a détruit aussi tous les rapports avec les corps intermédiaires. Oui, et franchement, pour que Laurent Berger vous fasse la gueule, il faut quand même y aller fort. C'est ça, quoi. absolument, vous avez raison. Je veux dire que Laurent Berger, on vient de dire, on vit une très grave crise démocratique. Lui, quand même, un social-démocrate bon teint, qui a toujours été le plus réformiste des syndicalistes. Il faut y aller. Mais du coup, la question en fait centrale, et je pense que c'est celle-là qu'il va falloir que, notamment à gauche, on se pose, et que beaucoup à gauche se posent déjà, c'est qu'au fond, en fait, on arrive au bout de la Ve République. Parce qu'en fait, moi, je pense que le Conseil constitutionnel, aurait pu tout à fait censurer cette réforme. Il a décidé d'en valider l'essentiel. Il y avait beaucoup d'arguments en faveur de la censure, mais au fond, le problème plus fondamental encore, c'est la Constitution qui n'est plus du tout adapté à notre époque. On voit en fait qu'une personne très autoritaire comme Emmanuel Macron, parce que quoi qu'on en pense, c'est comme quelqu'un qui a une vision très autoritaire des choses, moi je pense, et qui est, comme vous le disiez d'ailleurs, jusqu'au boutiste, eh bien en fait il utilise tous les outils de la Constitution, le 49.3, le vote bloqué, le 47.1, il réduit au maximum tous les débats au Parlement, donc il utilise tous les outils de la Constitution pour gouverner de la manière la plus solitaire possible. Et je crois même que c'est même parce qu'on dit souvent la France a un régime semi-parlementaire ou semi-présidentiel, mais en fait pas du tout. Enfin, moi j'ai toujours pensé qu'on était dans un régime ultra-présidentiel. Je rappelle quand même qu'en France, le président n'est pas responsable devant le Parlement. Et à côté de ça, le président peut dissoudre l'Assemblée. Donc en fait, on est dans un tel déséquilibre entre les représentants du peuple à l'Assemblée et le président de la République que pour moi, en fait, on voit la dimension autoritaire de la Ve République et qui pour moi n'est plus du tout adaptée à l'époque. Je rappelle quand même que la Ve, elle naît de la crise algérienne. Elle naît d'une guerre coloniale quand même. Enfin, je veux dire, les gens ont oublié ça, quoi. Donc je pense qu'il faut en finir avec l'idée même du président de la République. Moi, je défends cette idée-là d'ailleurs. Mais en tout cas, il faut en finir avec l'idée du président de la République et puis il faut en finir avec cette Ve République que Macron, je pense, a définitivement discréditée. Alors lui, je pense que pour Macron, lui, il n'est absolument pas autoritaire et d'ailleurs, il veut renouer le dialogue avec ce qu'on appelle les partenaires sociaux, mais sans trop faire d'efforts non plus. Je vous propose de regarder un petit extrait de son discours. Face à la situation que je viens de décrire, aux colères que je viens de rappeler, nous devons agir de manière encore plus vigoureuse. C'est pourquoi j'ai proposé de recevoir les organisations patronales et syndicales dès demain matin, pour celles qui y sont prêtes. Et la porte sera toujours ouverte. Et cela afin d'ouvrir, sans aucune limite, sans aucun tabou, une série de négociations sur des sujets essentiels. Améliorer les revenus des salariés, faire progresser les carrières, mieux partager la richesse, améliorer les conditions de travail, trouver des solutions à l'usure professionnelle, accroître l'emploi des seniors et aider aux reconversions. Ce nouveau pacte de la vie au travail sera construit dans les semaines et les mois qui viennent par le dialogue social et les accords très concrets au niveau national, mais aussi au plus près du terrain, que les organisations syndicales et patronales sauront trouver. Vous avez remarqué qu'il parle quand même des organisations syndicales qui sont prêtes, bien sûr, alors même que la grosse centrale syndicale la moins éloignée de la Macronie, c'est-à-dire la CFDT, a demandé un délai de décence. Est-ce qu'il n'y a pas encore là une forme de brutalité, une manière de négocier ce qu'on a choisi de négocier à ses propres conditions? On parlait tout à l'heure des travers de la Ve République. Cette tirade qu'on a entendue, c'en est un. Parce qu'en réalité, dans quel pays du monde, à part la Russie, je sais que Poutine est coutumier du fait, c'est pas au président de dire « je reçois les syndicats ». En principe, c'est le ministre du Travail, c'est le Premier ministre. Donc là, on a vraiment effectivement un régime qui va être ultra autoritaire, avec le président qui est vu comme le dernier recours, la porte de sortie, le roi qui parle à ses enfants. Et c'est vrai que c'est assez infantilisant. Et ces allusions, on va dire, paternalistes, on les a eues tout au long du discours, notamment à la fin, « je vous fais confiance ». C'est le roi qui fait confiance à ses enfants. Alors là, c'est pas la preuve que Emmanuel Macron est autoritaire, c'est le régime en lui-même qui est comme ça, parce que tous les présidents de la République utilisent les mêmes artifices. Pareil, dire je veux que notre école soit la meilleure, je veux que nos services soient des écoles. C'est comme un roi dans sa tour d'ivoire qui dit je veux, je souhaite, on fait comme ça. C'est Ubu-Roi. Alors oui, ça c'est un travers, non pas d'Emmanuel Macron, mais de la Ve République. Après, la question, c'est ok, on arrête la Ve République. Pour faire quoi? Pour faire un régime parlementaire. Un régime parlementaire, c'est quoi? C'est un régime dans lequel il y a des coalitions.
C'est-à-dire qu'on a des partis qui font des accords entre eux, qui acceptent de faire des concessions, de se parler, de discuter, de ne pas avoir raison tout le temps. Et aujourd'hui, la société est tellement malade, et c'est le corollaire d'une société malade, que les partis politiques eux-mêmes sont malades et sont jusqu'au boutiste. Ce qui fait que dans un régime parlementaire normal, comme par exemple l'Allemagne, on aurait pu avoir une coalition entre Europe Écologie Les Verts et Emmanuel Macron. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait avoir un contrat de gouvernement entre Sandrine Rousseau et Gérald Darmanin ? Non, j'avais déjà dit la dernière fois, mais je le redis, parce que c'est vraiment très important pour tous les gens qui réclament un régime parlementaire. En France, actuellement, c'est pas possible, parce que la classe politique n'est pas mature. Et c'est con, parce que je pense que la population l'est. Je pense que... Je peux répondre ? Bien sûr. Je pense que ce que vous sous-estimez, c'est la capacité, par exemple, de la gauche à s'unir. Je pense qu'on a vu avec la NUPES, alors on en pense qu'on veut, mais on a vu qu'il y avait une possibilité pour des mouvements qui n'ont pas forcément la même sensibilité, qui sont plus ou moins radicaux ou plus ou moins modérés, enfin voilà, à s'unir sur un programme finalement progressiste de gauche commun. Et je pense que ça, c'est... Je dis encore une fois, c'est en gestation. Mais ce qu'a tenté de faire Jean-Luc Mélenchon avec les différents mouvements de gauche, c'est, je pense, historiquement très important, parce que ça donne la voie à suivre, si je parle de mon point de vue, aux forces progressistes, c'est-à-dire l'idée qu'il faut s'allier pour mener une politique qui soit majoritaire. Parce que finalement, vous avez raison, la question, c'est la majorité. Moi, je pense qu'on peut tout à fait se passer de tous les artifices, de toute la dimension autoritaire de la Ve République et d'en garder ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit d'ailleurs, le débat, la possibilité du compromis, et puis aussi la capacité quand même de gouverner avec une majorité. Et ça, je pense que, si vous voulez, ça dépend aussi beaucoup de la responsabilité des différents partis, que ce soit de droite ou de gauche d'ailleurs, de s'unir et de créer des majorités à travers un programme clair. Et ça, je pense que en tout cas, ce qu'a fait la NUPES, je pense que ça nous donne une bonne indication. Maintenant, il y a un autre problème dans l'équation. Et je peux juste répondre sur la NUPES. Je finis juste sur un point. Désolé, parce que je pense que c'est aussi... je pense qu'on ne comprend pas bien ce qui se passe si on ne voit pas aussi cet aspect-là du problème. Finalement, on ne vit pas seulement une crise institutionnelle. On vit quelque chose de plus profond. Je pense qu'on vit une crise de l'état de droit. On vit une crise démocratique qui est aussi presque une crise de notre rapport aux droits humains, aux droits de l'homme, à la dimension autoritaire du pouvoir et à l'effritement des droits humains. Et je pense que ce n'est pas un hasard si on voit le gouvernement tout d'un coup s'acharner sur une association aussi essentielle, historiquement aussi fondamentale que la Ligue des droits de l'homme, que la LDH. Qui s'en prend traditionnellement à la LDH ? C'est l'extrême droite. Pourquoi ? Parce que pour l'extrême droite, les droits de l'homme, c'est l'ennemi irréductible. Les droits de l'homme, c'est ce qui empêche la politique de se déployer. Pour l'extrême droite, les droits de l'homme sont un frein dans les politiques qu'il faut mener, que ce soit d'un point de vue migratoire, d'un point de vue sécuritaire, ou que sais-je encore. Et ce que fait le gouvernement en s'attaquant à la Ligue des droits de l'homme, en prenant des mesures insensées comme la dissolution d'un mouvement écologiste comme les soulèvements de la terre, ce qui est quand même très très grave. Alors ça avait été précédé déjà par d'autres dissolutions avant, et puis la loi séparatiste. Voilà, et la loi séparatiste qui pour moi est une loi extrêmement liberticide. Et on voit en fait la pente qui est en train de prendre ce gouvernement, c'est-à-dire qu'il y a une pente autoritaire. Alors évidemment, on n'est pas en dictature ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ce que je dis. Mais voilà, autoritaire, xénophobe, et qui en fait consiste à remettre en cause des droits qui sont absolument fondamentaux. Quand je vois que le droit de manifester, qui est quand même dans notre pays un droit fondamental, qui en plus a été acquis de haute lutte, est remis en cause à travers des interdictions. Là, j'ai vu que hier, le soir de la déclaration d'Emmanuel Macron, à Marseille, il y a eu une interdiction de manifester au moment Et ça, c'est gravissime dans une démocratie. Quand j'entends le gouvernement ne rien dire et nier même l'existence de violences policières, alors qu'elles sont devant nos yeux, je veux dire, elles sont devant nos yeux à peu près à chaque fois qu'il y a une manifestation, eh bien, ça aussi, ça doit nous inquiéter parce qu'on est en train de remettre à la fois en cause les fondements de l'état de droit et puis le gouvernement est en train de faire un cadeau extraordinaire à l'extrême droite.
et à préparer le terrain vers en fait la banalisation à la fois des idées, mais aussi d'une méthode de gouvernement autoritaire. Et ça, je crois que c'est ce qui doit aussi nous inquiéter dans ce qui se passe actuellement. Lucas, vous vouliez répondre sur la NUPS d'abord Sur la NUPS et sur les droits de l'homme, c'est lié en fait, vous allez voir. Je vais essayer de rattraper un peu le temps de parole quand même et de répondre point par point parce que tout était intéressant. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Mathieu, la NUPS, c'est un super bon exemple. Mais de ce qu'il ne faut pas faire pour avoir le pouvoir, en réalité. Vous l'avez dit, le but de la politique, c'est d'avoir la majorité. Et là, on a l'impression que la NUPS a plutôt tendance à se radicaliser, et ça se voit dans le résultat des dernières législatives. Quand on regarde, et ça c'est très intéressant, la cartographie des députés NUPS, il y en a 30% qui sont élus en Île-de-France. LFI, c'est 40% en Île-de-France. Les Verts, ils sont 23 députés. Si vous prenez les 23 députés, dans les zones rurales, il n'y en a que 2. Il y a Marie Pochon qui est dans la Drôme et il y en a une qui est en Loire-Atlantique. Tous les autres, ils sont dans les centres-villes de Lyon, de Strasbourg, de Paris, de Bordeaux, de Tours. Voilà. Plutôt dans les zones urbaines. Ils sont plutôt dans les zones urbaines. Donc aujourd'hui, la NUPS, elle rassemble la gauche. Mais elle rassemble quelle gauche ? Elle rassemble la gauche urbaine. C'est-à-dire, en gros, les jeunes des centres-villes, ceux qu'on appelle les bobos qui votaient peut-être Macron en 2017 et qui en ont déchanté, et les quartiers populaires. En revanche, à la présidentielle, c'est plus complexe. À la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon a touché aussi les classes populaires, a touché les ouvriers et a touché aussi la jeunesse. Donc ça, il faut quand même le dire. Oui, mais chez les ouvriers, moins dans la jeunesse et chez les classes moyennes, c'était Marine Le Pen qui était vraiment en avance. Et ce qu'il faut avoir à l'idée, et désolé d'être très cru, dans une élection présidentielle, pour gagner, il faut avoir les voix des boomers et des classes moyennes. Et là-dessus, la gauche était vraiment en retard, notamment Jean-Luc Mélenchon. Encore plus d'ailleurs qu'en 2017. Et donc je pense que si la NUPS, ou la gauche unie, veut avoir le pouvoir, il faut vraiment qu'elle s'adresse à cette population-là. La classe moyenne, les gens qui habitent dans des pavillons, qui ont la famille de 2 enfants avec un chien, etc. Et eux, ces gens-là, ce qui les intéresse, c'est le pouvoir d'achat. C'est parfois des questions identitaires, il ne faut pas avoir peur de les traiter. Et ce n'est pas l'écriture inclusive, enfin je schématise, mais c'est vrai, ce n'est pas l'écriture inclusive ou parler des jours heureux avec des mots creux. Donc voilà, ça pour la NUPS. Il faut sacrifier les droits, par exemple, des minorités et les combats progressistes historiques de la gauche. Non, mais par exemple, il faut expliquer en quoi la LDH elle va être efficace à tout le monde et elle va permettre de garantir les droits de tout le monde. Ce qui est le cas. Oui, mais là, par exemple, la NUPS, je trouve, l'a pas assez expliqué. Ils avaient une très belle occasion, par exemple, avec le mouvement social. Au discours d'Emmanuel Macron. Oui, non, mais justement, dans le... un peu égaré, là, on parle beaucoup de la... C'est ma faute. Non, mais je réponds. Et par exemple, il y avait une occasion unique pendant la réforme des retraites de se réconcilier avec toutes ces classes populaires qui étaient présentes dans les cortèges, dans les sous-préfectures. Mais quand on regarde les sondages, dans ces zones-là, qui tire les marrons du feu ? C'est pour l'instant Marine Le Pen, alors qu'elle est restée muette sur la réforme des retraites. Et donc je pense que cette montée du Rassemblement national et le fait que la gauche est puissante mais marginalisée sur certains points du territoire, ça devrait vraiment la faire réagir. Et pour l'instant, elle ne le fait pas. Et juste pour la LDH, une petite anecdote, je me souviens très bien, en 2014, quand le RN a eu ses premières villes, il y avait Steve Briouat qui avait gagné Hénin Beaumont. Un des premiers trucs qu'il avait fait, c'était de fermer le local de la Ligue des droits de l'homme, d'ailleurs. Ouais. Et à Hayange aussi, je crois. Donc on a vraiment un gouvernement qui s'inscrit dans la droite ligne de ce mais alors le paradoxe, c'est encore une fois, quand on regarde les sondages, les gens qui sont le plus contre le gouvernement, c'est l'extrême droite. Et ce que déteste le plus le socle macroniste, c'est l'extrême droite. Et c'est comme si le gouvernement allait utiliser des méthodes d'extrême droite pour mieux combattre l'extrême droite. Sauf qu'on ne fait jamais mieux que la copie. Et là, pour le coup, je pense qu'on peut la légitimer. Oui, ils sont prévisieux de ce fameux barrage républicain grâce auquel ils gagnent en fait, ces élections. Alors, sur la question, la crise démocratique, alors Emmanuel Macron ne pouvait pas éluder cette question, voire la crise de régime dans laquelle nous sommes plongés, mais il l'a fait de manière assez particulière, on l'écoute. L'ordre républicain et démocratique signifie également que nous devons lutter contre le sentiment persistant que voter ne serait plus décidé. Je proposais à cet égard, en lien avec la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le président du Conseil économique, social et environnemental, des grandes pistes pour que le fonctionnement de nos institutions gagne en efficacité, mais aussi en participation citoyenne, comme nous venons d'ailleurs de le faire avec la Convention citoyenne sur la fin de vie.
Je pense qu'on est plutôt d'accord. Il joue encore le coup du pompier pyromane. Pourquoi n'a-t-il pas appelé à une convention citoyenne sur les retraites ou un référendum ? Voilà, cette présentation des choses est à double tranchant. Mais parce que si c'est un référendum, je pense qu'il aurait été sûr de le perdre. Et en gros, un homme politique, il fait un référendum quand il est sûr de le gagner, même si parfois il a une vision tronquée de la réalité. Mais là, il fait un référendum sur n'importe quoi, il perd. S'il dit est-ce qu'on fait un référendum pour que tous les bébés chiens puissent trouver un maître, il est tellement populaire que même si les gens n'aiment pas les bébés chiens abandonnés, il va perdre le référendum. Donc, mais après, alors, je trouve que c'est assez culotté de tenir ce type de propos parce que quand on a fait passer une loi qui nous fait travailler 2 ans de plus, moi personnellement je pense que c'est plutôt une bonne chose, mais quand on l'a fait passer au 49.3, évidemment ça questionne sur la démocratie, et quand on est vraiment libéral, comme je pense qu'il est, ou comme je pense que je le suis, on préfère perdre sur un vote que avoir nos idées qui passent en force, quoi. Alors, j'aurais été tentée de vous poser la question comment on peut être pour 2 ans de plus, mais du coup, c'est un autre débat. Donc, je vais donner la parole à Mathieu Slama. Je voudrais réagir sur un point là, rapidement, et après, juste vous répondre, Nadia. Mais je trouve que c'est très intéressant ce que vous avez dit, parce que je suis d'accord avec vous. Je ne comprends pas ce qui se passe. En fait, en France, il y a eu une tradition du libéralisme politique, d'une droite libérale républicaine. Alors, c'est pas mon camp politique. Moi, c'est le mien. Et Macron aurait dû en être le successeur à la base. Moi, je rappelle une chose, c'est qu'un des grands intellectuels français qui était d'une droite libérale républicaine s'appelle Raymond Aron. Et Raymond Aron, les gens l'oublient, s'était opposé à De Gaulle parce qu'il trouvait De Gaulle trop autoritaire. Et parce qu'il était inquiet, à juste titre, je pense, de la possible dérive autoritaire de Gaulle sur un certain nombre de sujets, et évidemment sur des sujets institutionnels, et sur potentiellement des dangers qui seraient d'ordre démocratique. Et on a toujours eu cette tradition, finalement, d'une droite libérale, républicaine, qui était soucieuse des libertés publiques et du respect de l'état de droit et des institutions. C'est la droite orléaniste. La droite orléaniste, mais plus globalement, voilà, il y avait même des intellectuels comme Jean-François Revel, ou comme d'autres d'ailleurs, et même au Figaro, il y avait des plumes au Figaro, il y a quelques décennies, ça a bien changé, qui s'inquiétaient de ces sujets-là. Et aujourd'hui, ce que je remarque, c'est que la droite libérale s'extrémise, se met dans le camp de la répression, de l'ordre à tout prix, du mépris des institutions, et ça doit nous inquiéter parce que finalement, moi je crois que la différence droite-gauche elle est fondamentale dans notre pays et que la droite a sa place dans notre pays et qu'il y a eu même un Jacques Chirac par exemple représenté, on peut critiquer beaucoup de choses chez lui voilà, mais il représentait quand même une droite républicaine qui avait à la fois un sens historique de ce que veut dire la République et puis aussi des limites à ne pas franchir. Et je remarque que ça, c'est en train de disparaître et que finalement, ce qui se passe avec ce gouvernement est peut-être représentatif d'une radicalisation et d'une extrémisation du centre et de la droite dans le pays. Et juste en un mot, pardon, je réponds juste sur ce qu'il a dit dans son interview. Finalement, on parle de son interview sur la crise démocratique. Et ben moi, il a dit quelque chose qui m'a effrayé. À un moment donné dans son discours, il a dit dans notre pays, nous ne sommes pas assez efficaces. Il y a trop de lois, on passe trop par la loi, il y a trop de bureaucratie, etc. Et pour moi, ça, c'est quasiment du Trump. C'est-à-dire une sorte de décisionnisme très autoritaire qui consiste à dire il y a trop de règles institutionnelles, il y a trop de règles dans le cadre de notre état de droit. Dire ne pas passer par la loi, ça veut dire par décret ou ordonnance. Donc, c'est-à-dire on ne passe pas par le Parlement. Dire il y a trop de... Je pense qu'il parlait plutôt de l'administration, donc, quand il disait il y a trop de bureaucratie. Non, moi, à mon avis, pas que. Moi, je pense qu'il y a là aussi l'idée que finalement... Le problème de la démocratie aujourd'hui, c'est pas du tout le fait qu'il y a plus de respect de l'état de droit, des principes fondamentaux, des corps intermédiaires, etc. C'est qu'elle n'est pas assez efficace. Qu'il faut être plus efficace et donc potentiellement être encore plus autoritaire. Et ça, c'est du Trump. Je rappelle que c'était une des logiques fondamentales de Trump, ce qu'on appelle le décisionnisme, c'est-à-dire la démocratie, c'est bien, mais ça va 2 minutes. Pour être efficace, il faut aussi de l'autorité. Mathieu ? Et je trouve que ça aussi, ça doit nous inquiéter. C'est la phrase sur... désolé, je vous coupe l'air sous le pied, mais c'est la phrase sur la bureaucratie qui vous a le plus inquiété dans le discours ?
Non, on passe trop par la loi et pas assez d'efficacité. Okay. Moi, je crois il y a une dimension très Macron qui souffle le chaud et le froid, il dit quand même que l'état de droit est le socle, qu'il y a des règles qu'il faut respecter, qu'il ne faut pas les transgresser, et en même temps, il faut s'en passer. Moi, j'ai un truc à dire sur le libéralisme et un truc à dire sur la bureaucratie. Le libéralisme, en fait, le cœur de la pensée libérale, c'est déjà de considérer tous les êtres humains comme des adultes. Et donc, il ne faut pas brider leur liberté. Le libéralisme, c'est considérer qu'un être humain, il est par nature cohérent et qu'il fait les choix les plus cohérents. Et donc, par exemple, les considérer comme des enfants en disant « je vous fais confiance, braves gens », c'est totalement illibéral. Sur la bureaucratie, un vrai libéral, effectivement, est totalement contre toute forme de bureaucratie parce que le libéral, quelque part, il connaît l'histoire. Et l'histoire, c'est quoi ? C'est qu'un régime politique, un État, une civilisation qui est en déclin, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle invente des règles et elle crée de la bureaucratie. Et c'est ça qui accélère son déclin. On peut prendre plusieurs exemples dans l'histoire, mais quand vous prenez le bas empire romain, donc l'empire romain tardif, la dynastie théodosienne, donc 4e, 5e siècle, il y avait une pression fiscale de malade, il y avait des lois pour tout, à tel point que la population préférait entre guillemets, être administré par les barbares qui ne faisaient pas de bureaucratie, qu'être administré par l'Empire qui les taxait et qui, en plus, ne les protégeait pas. La Chine, à la fin de l'époque des mandarins, c'était pareil. Il y avait des lois pour tout, mais l'État était totalement dysfonctionnel. L'Empire byzantin, sur la fin, c'était pareil. L'URSS, c'était pareil. À chaque fois qu'un régime est trop bureaucratique, ça prouve qu'il est en déclin. Et donc, c'est vrai que le libéralisme a tendance à vouloir effectivement sabrer dans la bureaucratie, au nom de l'efficacité. Et alors là, pour le coup, moi, je suis totalement d'accord avec le président. Le truc, c'est que tous les hommes politiques de droite en France qui se réclament de la bureaucratie s'en prennent à la bureaucratie. Pompidou, il disait déjà qu'il faut arrêter d'emmerder les Français. Mais tout le monde crée des strates administratives. Dans cet esprit, donc, pour être efficace toujours, c'est pour ça qu'on recourt au 49.3 et puis on passe pas par le Parlement. Non, c'est pas pareil. C'est ça, être libéral ? Non. Je parle pas dans l'exercice du pouvoir, je parle dans l'organisation de l'administration. D'accord. Plus il y a de strates, plus il y a de pattes à graisser, plus il y a des corruptions, du népotisme, et moins il y a d'efficacité. Ça, c'est vrai. Mais on peut tout à fait avoir une démocratie qui n'est pas bureaucratique. La Suisse, c'est une démocratie, c'est pas bureaucratique. Si vous allez aux Pays-Bas, il n'y a pas de problème de bureaucratie, en tout cas beaucoup moins qu'en France. On ne peut pas dire que c'est une dictature d'extrême droite. C'est juste que c'est un pays qui est irrigué depuis le XVIIIe siècle par le libéralisme, et pour moi, c'est un modèle. Donc on continue avec le discours d'Emmanuel Macron, ou plutôt les éléments de langage d'Emmanuel Macron qui vont être repris par les membres du gouvernement. Je vous propose d'écouter, on l'a évoqué tout à l'heure, Bruno Le Maire, c'était ce matin sur BFM TV. Vous leur faites quand même un peu des petits clins d'œil, en tout cas au RN. Hier, cette grande fermeté promise sur l'immigration. Et ce matin, Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, qui revient sur l'idée d'intensifier la traque de ceux qui bénéficient d'aides sociales ou fiscales, et notamment en vérifiant qu'ils ne passent pas trop de temps à l'étranger, plus de temps à l'étranger que sur le territoire. Bercy qui va travailler, dit-il, avec les compagnies aériennes pour tracer les allées et venues de ceux qui bénéficient d'aide, avec une autre mesure forte, et on comprend bien donc à qui ça s'adresse, pas d'allocation retraite sur un compte à l'étranger, au Portugal ou au Maghreb. On fait de clin d'œil à personne. On veut juste que l'ordre républicain soit défendu. Nous cherchons juste des solutions qui marchent. Je reviens une seconde sur le panier anti-inflation. Les produits qui sont dans le panier anti-inflation distribués par les distributeurs en France, c'est des produits qui sont moins 5 à moins 7% moins chers, alors que l'inflation a augmenté de 1,8% au mois de mars. Et d'ailleurs, les Français nos compatriotes se ruent sur ces produits du panier anti-inflation. Donc c'est bien la preuve que c'est une solution qui, elle, est concrète, efficace, qui donne des résultats et qui est d'ailleurs plébiscitée par nos compatriotes. Et vous voyez, mais je vois pas le cœur de rapport notre avec politique, la lutte contre la fraude sociale c'est que nous au cherchons Maghreb. des solutions efficaces qui sont plébiscitées par nos compatriotes. Nos compatriotes, légitimement, en ont ras-le-bol de la fraude. Ils en ont ras-le-bol de voir des personnes qui peuvent toucher des aides qu'ils payent eux-mêmes. C'est le contribuable qui le paye, c'est l'entrepreneur, c'est le salarié qui paye ces aides. C'est pas mon argent, c'est l'argent du contribuable. Il n'a aucune envie de voir que des personnes peuvent en bénéficier, le renvoyer au Maghreb ou ailleurs, alors qu'ils n'y ont pas droit. C'est pas fait pour ça, le modèle social. Le modèle social est fait pour protéger les plus modestes, pour protéger contre les accidents de la vie tous nos compatriotes. Certainement pas pour envoyer de l'argent de manière illégale à l'étranger.
on l'a dit tout à l'heure, il y a une volonté de reconstruire l'unité nationale en faisant flotter un petit parfum de xénophobie. Gérald Darmanin, sur LCI, a aussi parlé de questions migratoires, comme à son habitude, mais a entonné un petit couplet sur les profiteurs qui touchent le RSA. On écoute. Pour ceux qui ne souhaitent pas retravailler et qui touchent des minima sociaux, notamment ceux qui touchent le RSA, s'ils sont dans un parcours d'insertion, s'ils montrent de l'effort, il faut les aider, bien évidemment. Mais s'ils ne souhaitent pas reprendre le chemin du travail, il est normal, et hier le président de la République l'a évoqué, que nous ayons des sanctions envers eux, parce que celui qui va bosser le matin, la dame qui élève seule ses enfants, elle ne comprend pas pourquoi, elle voit l'augmentation des prix, elle voit son salaire qui n'augmente pas, elle va devoir faire 2 ans de plus grâce à la réforme que nous avons mis en place, et elle voit que son voisin ou sa voisine, sans aller travailler, il y a une sorte d'injustice. Vous l'avez dit tout à l'heure, messieurs, il s'agit vraiment de trouver des boucs émissaires et des coupables. Donc là, ce sont les petits fraudeurs, les bénéficiaires du RSA. Et donc, pour clore cette discussion, je voudrais qu'on regarde un extrait d'une prise de parole de Pierre Rosanvallon, historien et sociologue, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Mathieu Slama, qu'on pourrait considérer comme un social-libéral proche du logiciel macroniste, en gros, et qui se montre de plus en plus dur avec la pratique du pouvoir par le chef de l'État. On écoute. On oublie trop cela aujourd'hui. C'est qu'il y a un esprit de la démocratie, un esprit des institutions. La lettre est respectée, mais l'esprit est bafoué. Vous êtes en colère ? Oui, je suis en colère parce que ce que je vois en tant qu'historien, c'est que je pense que nous sommes en train de traverser, depuis la fin du conflit algérien, la crise démocratique la plus grave que la France ait connue. Alain Duhamel a dit la même chose je ne vois pas d'exemple qui me permettent de... Mai 68 Oui, mais mai 68, justement, c'était tranché. Qu'a fait le pouvoir ? Les manifestations commencent le 6 mai et à la fin juin, il y a une dissolution de l'Assemblée. Donc ça, c'est une façon de trancher. Et De Gaulle lui-même, après, a tenté de réinventer les institutions. Il a échoué et il a démissionné. Donc je crois que l'épisode de 68 montre au contraire qu'il y a eu de la part des institutions le sens de ce que voulait dire gérer une crise. Et qu'ils ont bien géré cette crise. Je suis hors sujet si je demande s'il y a une dérive autoritaire. Le mot dérive autoritaire, c'est pas une dérive autoritaire en ce sens où il y a simplement plus de policiers dans les rues, etc. C'est une dérive autoritaire par cécité, si je puis dire, par aveuglement sur ce qu'est véritablement l'adhésion démocratique. Et donc, autorité, là, veut dire simplement gouvernement d'en haut. Donc, vous savez, la définition romaine de l'autorité, c'est la capacité de de faire accepter des décisions sans violence et sans coercition, et puis surtout sans argumentation à n'en plus finir. Donc quelqu'un qui a de l'autorité, c'est celui-ci. C'est celui dont la parole a suffisamment de vérité, a suffisamment de force pour qu'il ne soit pas obligé d'envoyer sa police et qu'il ne soit pas obligé de raconter des histoires. Et c'est cela, Emmanuel Macron est un personnage qui n'est pas romain. Encore, il est en train de nous dire qu'il est autoritaire, mais il n'a pas d'autorité. Emmanuel Macron, c'est des mots qui sont forts et qui traduisent un malaise grandissant. Alors, mais du coup, quelles sont les solutions ? Vous vouliez peut-être commenter cette prise de parole Oui, Pierre Rosanvallon, mon Dieu. Ouais. On retourne en 1995. Il y avait la réforme des retraites avec le projet Juppé. À l'époque, à gauche, il y avait vraiment des tensions et des débats parce que certains étaient pour, certains étaient contre. Il y avait Pierre Bourdieu qui était encore en vie, qui avait fait une tribune avec plein d'intellectuels où il disait « il ne faut pas négocier avec Juppé ». Et vous aviez Pierre Rosanvallon, qui lui était dans la revue Esprit ou Regard, je ne sais plus, qui s'était engagé en faveur de la réforme en étant de gauche. Il était pote avec Nicole Notat, qui dirigeait la CFDT à l'époque. Et c'était du macronisme avant l'heure, c'est-à-dire qu'il disait il faut libéraliser le marché du travail, il faut rallonger l'âge de la retraite. Et donc, il y avait Paul Ricoeur avec lui. Il y avait Paul Ricoeur aussi avec lui. Enfin, il y avait des gens qui étaient vraiment de gauche, vraiment sociodémocrates de gauche, qui soutenaient la réforme d'Alain Juppé, qui était quand même plus hard que la réforme des retraites de Macron. Et aujourd'hui, vous voyez que vous avez des sociodémocrates bontins comme Pierre Rosanvallon qui se détachent entre guillemets, de la Macronie, dont le cœur du réacteur, c'est censé être cette gauche social-démocrate. Donc quand tout à l'heure, je disais qu'il est en train de perdre ses fidèles, il perd toute son aile social-démocrate qui lui restait, notamment des gens comme Pierre Rosanvallon, et ça devrait l'inquiéter, le président. Mais j'ajouterais un point, c'est que moi je pense que Pierre Rosanvallon fait une erreur dans son analyse, c'est qu'il dit en gros
bon, c'est de la cécité, c'est de l'aveuglement, cette dérive autoritaire, etc. Et je pense qu'ils ne voient pas qu'au fond, le macronisme, dès le départ, est autoritaire. Moi, c'est mon hypothèse, et c'est l'hypothèse d'autres personnes, comme par exemple Barbara Stiegler, qui a aussi développé cette idée. Mais dès le départ, il y a dans le macronisme cette idée que cette vision managériale de la politique, qui consiste à dire la politique, c'est une affaire c'est des réformes comptables, marchandes, on fait des calculs, on prend des décisions, et ça ne se discute pas. Ouais. Il y a aussi cette idée que la démocratie, ces règles, ce qu'on disait un peu, c'est-à-dire les règles de l'état de droit, les libertés publiques et la manière dont elles sont encadrées, ça peut être un frein à la décision politique parce que l'important, c'est l'efficacité. Et je pense que dès le début du macronisme, il y a cette vision autoritaire de la politique. Et d'ailleurs, depuis le premier mandat, il y a eu des dérives autoritaires insensées. Et j'ai l'impression qu'on oublie un peu ça. On oublie les états d'urgence antiterroristes. On oublie la manière dont des mesures d'état d'urgence ont été mises dans le droit commun. On oublie la loi sécurité globale. On oublie qui était une loi extrêmement sécuritaire, enfin, je veux dire, avec des choses très très graves. On oublie qu'il y avait une loi casseur pendant les Gilets jaunes qui proposait aux préfets d'interdire préventivement de manifester sans faire appel à la justice, sans décision de justice. Ça a été retoqué, heureusement, par le Conseil constitutionnel. Voilà, récemment encore, il y a une loi qui a autorisé les policiers à utiliser des drones. Il y a eu la gestion du Covid, qui, quoi qu'on en pense, a été extrêmement autoritaire et attentatoire au principe de l'état de droit. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que oui, la cinquième, oui, la dérive sur cette réforme des retraites, mais je crois qu'il y a dans le macronisme, dans cet extrême centre managérial, une dimension autoritaire fondamentale. Et je pense que ça, il ne faut pas l'oublier, parce que ce qu'on vit aujourd'hui, ce n'est pas une nouveauté. C'est une sorte d'aboutissement d'un long processus de délitement de notre démocratie, de notre état de droit et finalement de nos principes républicains. Après, Mathieu, il y avait un mot dans la jeunesse du macronisme qui aurait pu alerter ceux qui craignaient une dérive autoritaire. Le mot start-up. Quand on parle d'une start-up et quand on dit que le modèle, c'est la Silicon Valley, mais excusez-moi, la Silicon Valley, c'est l'endroit le plus autoritaire du monde. Quand vous prenez une start-up, vous avez le président, donc le CEO, qui est idolâtré dans la presse, qui est idolâtré par ses salariés, qui fait semblant d'être cool, mais qui a le droit de vie et de mort sur chacun. Qui promet, et ça c'est un lexique managérial, l'idée d'entreprise libérée, où chacun est soi-disant libre de ses choix, de ses initiatives, etc. Mais en fait, et ça je ne sais plus quel était l'auteur qui avait fait ça sur l'entreprise libérée, ça va me revenir, Isaac Getz, qui parlait d'entreprise libérée. Il disait en fait on a une start-up avec le président qui a tous les droits, qui fait croire à ses salariés qui sont libres, qui peuvent s'administrer entre eux, mais en fait l'idée sous-jacente c'est de niquer tous les corps intermédiaires de l'entreprise, c'est-à-dire les cadres, c'est-à-dire le contrôle de gestion, c'est-à-dire la communication, de tout contrôler. Donc finalement, si on est un État start-up, et si on promet un État start-up, en principe, un esprit un peu alerté aurait pu s'en rendre compte. Moi, personnellement, je m'en suis rendu compte tout de suite, et ça m'allait très bien. Mais là, je me dis que je pensais que ça s'arrêterait à temps, et que finalement, les corps constitués seraient assez forts pour brider ces petites tentatives autoritaires, et puis malheureusement, on a l'impression que c'est pas le cas, et c'est ce que vous disiez Mathieu tout à l'heure, c'est qu'on légitimement une certaine violence, mais aujourd'hui il y a des gens qui vont se dire mais en fait Marine Le Pen à côté, ça va être une centriste rassurante, entre Mélenchon qui bugle avec des casseroles et puis un gouvernement qui fait des lois pour interdire les manifestations. Marine Le Pen elle pose avec ses chats. Modéré. Elle va paraître modérée. Et du reste, en tout cas, ça la banalise, et puis ça normalise aussi cette vision autoritaire. Et puis elle a la sagesse de ne pas faire de surenchère, parce que quand Darmanin ou Le Maire vont faire leur kéké sur les aides sociales, sur les immigrés, sur l'islam, etc., elle va se dire, mais en fait, Sarkozy a fait pareil, et il n'a rien réglé de concret. Et donc, qu'est-ce qu'ont fait les gens qui étaient mécontents? Ils n'ont plus voté Sarkozy, ils ont voté pour moi. Donc là, elle va dire, merci, vous nous amenez des voix, parce que... En vrai, vous n'allez jamais empêcher les flux d'argent de partir. Vous n'allez jamais, du jour au lendemain, faire exécuter toutes les OQTF. Donc, moi, je dis rien, et puis les électeurs viendront vers moi. C'est ça le plus inquiétant de la séquence, c'est qu'en vrai, on va avoir Marine Le Pen qui va être élue en 2027.
Je n'y crois pas avec Mathieu Slama, non. Moi, je pense que non seulement... Je pense que c'est à la gauche. Non, mais c'est le rôle historique de la gauche aujourd'hui qui doit se préparer à 2027. Je pense qu'elle a tout ce qu'il faut pour gagner. Non seulement elle va être élue en 2027, mais en plus elle va être élue par beaucoup de voix qui venaient de la gauche avant. Et en plus de ça, moi je me souviens très bien qu'en 2001, il y avait plein de manifestations quand Marine Le Pen avait été élue. Mais je pense qu'en 2027, mais rien n'est fait encore. Il n'y aura pas beaucoup de manifestations. C'est encore un autre débat. Ouais. On va conclure ce Toujours Debout avec une polémique. Vous l'avez peut-être vu passer. Ça s'est passé cet après-midi. Elle a éclaté suite à une sorte de moment capté par Le Figaro ou alors de mise en scène qui montre Emmanuel Macron serein en train de déambuler dans Paris en plein concert de casseroles et de faire une rencontre un peu spéciale. Vous voulez venir avec nous chanter ? C'est vrai ? Bonsoir, monsieur le président. Vous êtes de où ? Bonjour. Vous voulez pas vous arrêter pour une news avec nous ? Chant populaire traditionnel. Juste au bord de là. Aux quatre vents, aux montagnes perdues, dans la Alors, piégé ou pas, mais en gros, certains observateurs de l'extrême droite indiquent que les personnes qui poussent la chansonnette avec le chef de l'État sont liées à l'application Canto, qui agrège des chansons populaires, mais aussi des refrains propres à l'extrême droite, voire au Troisième Reich, car les fondateurs de Canto, qui bénéficient de subventions publiques, seraient liés à l'extrême droite, selon une enquête de Libé. Piégé ou pas, notre bien-aimé président, d'après vous ? Moi, on verra. Moi, je pense qu'il est... Potentiellement, il a été piégé, mais il a été piégé non seulement par l'extrême droite, mais aussi par lui-même et par sa logique. En fait, il a essayé de faire un petit coup de com', voilà, de dire je vais marcher dans la rue et puis je vais essayer de sympathiser avec des jeunes, on va chanter ensemble. Et ça a montré que finalement, mais vous regardez, je ne suis pas détesté puisque je suis dans la rue. Alors j'ai un garde du corps, c'est normal, mais je suis dans la rue de manière plutôt ouverte. Voilà, je fais une sorte de bain de foule, etc. Et en plus de ça, vous vous rendez compte, je suis avec la jeunesse de ce pays, les forces vives, et puis on chante ensemble, etc. Et ce qui est terrible pour lui, et finalement ça montre à quel point il est dans un déni total parce qu'évidemment que non, Emmanuel Macron n'est plus capable de faire ça aujourd'hui tellement il est détesté, mais que il se fait avoir et il se retrouve dans une polémique là où il essayait de faire un coup de com'. Donc je pense que ça en dit beaucoup aussi sur son déni et puis sa vision purement on va faire de la com, etc. Mais à mon avis, je pense qu'il va falloir qu'il change quand même d'équipe de com, parce qu'honnêtement c'est pas le premier revers et que il y a quand même là un problème, j'ai envie de dire presque voilà quoi. Qu'est-ce que font ces équipes de com pour faire autant d'erreurs, quoi. J'avais lu dans le Canard enchaîné que le responsable de communication se s'est un peu tapé sur les doigts parce qu'il était en télétravail assez souvent. Et peut-être que c'est à cause de ça qu'il y a... Ça expliquerait tout. Et alors pour vous, Lucas, est-ce qu'il a été piégé, notre président, ou pas ? Oui. Alors je veux bien qu'il faille choper des voix à l'extrême droite, mais au point d'aller chanter des chants avec des gens qui font des applis, je sais pas, pour des chants du Troisième Reich, je pense qu'il serait pas arrivé jusque-là. Oui, il a été piégé, et ça arrive, mais c'est pas grave, quoi. C'est pas grave, c'est moins sûr, surtout en ce moment. Je pense qu'il doit être content d'un truc. Symboliquement, c'est quand même terrible. Je pense qu'il doit être content d'un truc. Cet été, il était allé, soi-disant, dans son berceau familial là, des Pyrénées. Et il avait chanté des chants de berger avec un béret basque. Et en fait, on voyait qu'il connaissait pas les paroles et qu'il les récitait, mais avec à chaque fois un mot ou deux mots de retard. Et c'était aussi ridicule que Chirac en 98, quand il connaissait pas la composition des joueurs de l'équipe de France. Et là, je pense qu'il devait être content parce qu'entre-temps, il a pris les paroles et là, il a pu les réciter. Donc, à mon avis, il était surtout attiré par le fait de montrer qu'il connaissait les paroles. Et c'est peut-être pour ça qu'il allait chanter. Merci Lucas Jakubowicz, journaliste politique et rédacteur en chef de Décideur Magazine. Et merci beaucoup Mathieu Slama, essayiste et auteur de Adieu la liberté aux éditions de La Cité. Vous le savez maintenant, Toujours Debout, on l'a dit, je le redis, est une composante de notre grand projet éditorial lancé cette saison 6. On a besoin de vous, devenez abonné payant à partir de 5 € par mois ou donateur en allant sur soutenez-le-média-tv.fr. C'est maintenant à vous de jouer. Ils ont des milliards, mais nous sommes des millions. 5 € par mois pour soutenir la première chaîne de télévision réellement indépendante et engagée du pays.
Rendez-vous sur soutenezlemediatv.fr. Et moi, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite au nom de toute l'équipe une très bonne soirée.